Maman, tu peux attendre dehors 5 minutes? On doit organiser quelque chose. 5 minutes. C'est ce qu'il avait dit. Je revois encore Thomas, mon fils, refermer la porte derrière lui, sans même croiser mon regard. Il faisait un froid mordant ce soir-là, un 24 décembre comme on n'en voit que dans les hivers les plus cruels. La lune glacée, le vent coupant, le silence d'une rue endormie. Je suis restée sur le perron, emmitouflée dans mon manteau trop fin, persuadée qu'il reviendrait vite. 1 minute, 2, 3, peut être 10. J'ai fini par taper doucement à la porte. Thomas, j'ai froid. Aucune réponse. Je me suis surprise à sourire, d'un sourire stupide, celui de quelqu'un qui cherche encore une excuse pour la personne qui lui fait du mal. Je voulais croire que c'était un malentendu, que mon fils, mon petit garçon, que j'avais porté dans mes bras pendant les nuits de fièvre, que j'avais conduit à l'école, que j'avais protégé de tout, ne m'aurait jamais laissé dehors comme une inconnue. Mais les minutes passaient, et ma main commençait à trembler sur la rambarde. Je regardais par la fenêtre du salon. Les lumières étaient allumées, des ombres passaient. J'entendais même des voix étouffées, des rires. Il y avait des invités, des gens, et moi, dehors. Je frappais à nouveau, plus fort. « Thomas, s'il te plaît, ouvre-moi. » Rien. Le vent me fouettait le visage. Je sentais mes doigts s'engourdir. J'avais l'impression d'être devenu un fantôme, quelqu'un qu'on oublie d'inviter à sa propre vie. Je sortis mon téléphone, pas de réseau, comme si, même le monde extérieur, ce soir-là, avait décidé de se retirer. J'essayais d'appuyer sur la poignée une dernière fois, verrouillé. Pas par accident, pas par méprise, verrouillé contre moi. Une pensée terrible traversa mon esprit brève mais tranchante, comme une lame de glace. Maman fait des ordres. Maman dérange. Maman doit rester dehors. Je sentis mes yeux brûler. Et en même temps, une autre sensation monta, plus profonde, plus silencieuse, plus dangereuse que la tristesse. La lucidité. Ce n'était pas la première fois que Thomas m'excluait sous prétexte d'organisation. Ce n'était pas la première fois que je passais après ses priorités, ses dîners, ses convenances. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'il irait jusque-là. Être laissé dehors par son propre fils, un soir de Noël, abandonné comme un colis qu'on n'a pas envie d'ouvrir, écarté parce que je n'étais plus adaptée à sa vie neuve, brillante, ambitieuse. Je m'assis finalement sur la marche, mes jambes tremblant sous moi. Je me recroquevillais, incapable de me réchauffer. Le monde semblait s'être éloigné de moi, centimètre par centimètre. Et c'est à cet instant précis, dans ce froid, dans ce silence, dans cet abandon presque irréel, que quelque chose en moi s'est réveillé. Pas un cri, pas une colère, pas une vengeance. Non, un fil minuscule, solide, ancien. Le fil de ma dignité, que j'avais oublié, que j'avais laissé à l'abandon depuis tant d'années, depuis les humiliations silencieuses, depuis les compromis forcés, depuis les sacrifices qu'on ne remarquait plus. Je me suis levée, doucement, mais sans trembler. J'ai descendu les 3 marches du perron. Je me suis retournée vers la maison, vers cette porte qui me rejetait comme si j'étais une intruse. Et j'ai murmuré, « Très bien, Thomas, tu m'as laissé dehors ce soir, mais tu ne sais pas encore ce que tu viens de perdre. » Puis j'ai marché vers le portail, mes pas s'enfonçant dans la neige fraîche, sans me retourner une seule fois. Car ce que Thomas ignorait encore, ce que personne ne savait, c'est que depuis plusieurs mois, je préparais en silence un dossier complet, méticuleux, puissant. Ce soir-là, il m'avait laissé dehors. Mais quand il rentrerait chez lui, quelques heures plus tard, la maison ne serait plus à lui. Quand je repense à Thomas, je ne repense pas d'abord à l'homme pressé, distant, agacé, que j'ai vu ces dernières années. Non. Je revois le petit garçon aux joues rondes qui courait dans le jardin, en brandissant un bâton comme une épée. Je revois ses yeux brillants quand il me disait « Maman, regarde, je vole », puis sauter du muret en riant, persuadé que mes bras seraient toujours là pour le rattraper. Et il l'était. Toujours. Dans sa chambre, j'avais accroché les dessins maladroits où il écrivait son prénom en lettres tremblantes. Je passais des soirées entières à compléter ses déguisements, à recoudre les genoux de ses pantalons, à vérifier qu'il dormait bien. Il ne le saura jamais, mais chaque fois qu'il avait de la fièvre, je restais les yeux ouverts jusqu'à ce que sa respiration devienne régulière. Chaque fois qu'il tombait, c'était moi qui serrais les dents. Chaque fois qu'il avait peur du noir, c'était ma présence qui transformait l'ombre en refuge. Je l'ai élevé seul après la mort de son père. C'était un hiver glacial,
comme celui de ce fameux 24 décembre, sauf qu'à l'époque, Thomas tenait encore ma main dans la sienne pour se réchauffer. J'avais 39 ans, un travail épuisant et une montagne de factures. Je me souviens encore du moment où il m'a dit « Maman, quand je serai grand, je t'achèterai une grande maison et tu n'auras plus jamais froid. » Cette promesse avait été comme une couverture posée sur mon cœur. Les années passèrent. Thomas grandit, devint adolescent, puis jeune adulte. Je l'accompagnais partout, aux matchs de foot, aux examens, aux rendez-vous administratifs. Je m'effaçais pour lui laisser de la place. Je renonçais à tout ce qui aurait pu me coûter trop cher, pour que lui ne manque de rien. Je me souviens des soirs où il rentrait en claquant la porte, furieux après un professeur, une petite amie, la vie entière. Je le laissais s'effondrer sur le canapé. Je préparais un chocolat chaud, je posais une main sur son épaule sans un mot. Il ne savait pas que souvent, je pleurais dans la cuisine, pour qu'il ne me voie pas. Puis il est parti faire des études. Je l'ai aidé à s'installer dans son premier appartement, un studio minuscule, où j'ai passé 3 jours à nettoyer, réparer, ranger. Je n'avais presque plus d'argent ce mois-là, mais je ne l'ai jamais regretté. C'était pour lui, toujours pour lui. Je n'attendais rien en retour. Ou plutôt si, je pensais naïvement que l'amour, le vrai, celui que l'on donne sans compter, se transmettrait naturellement, comme un héritage invisible. Mais parfois, l'amour ne produit pas la gratitude. Il produit des habitudes. Et chez Thomas, les habitudes ont grandi plus vite que l'amour. Quand il rencontra Élodie, sa compagne, j'ai senti quelque chose changer. Je ne dirais pas qu'elle était mauvaise, ce serait trop simple. Elle était seulement ambitieuse, pratique, efficace. Et je n'étais rien de tout cela. Je devenais encombrante. Pas immédiatement. D'abord subtilement. Les soupers du dimanche se faisaient plus courts, puis plus espacés. Puis, on verra selon nos disponibilités. Les cadeaux que je faisais étaient accueillis par un sourire poli, puis rangés sans qu'on m'en parle jamais plus. Quand j'appelais, c'était souvent « Maman, je suis en réunion. Maman, je te rappelle. Maman, je n'ai pas le temps. » Il ne rappelait pas. Mais je m'accrochais à nos souvenirs, comme une vieille corde effilochée que je refusais de lâcher. Je me disais que c'était normal, que les enfants grandissent, s'éloignent. Je me taisais, je minimisais. Je pardonnais avant même qu'ils ne s'excusent. Et pourtant, de petites fissures apparaissaient. Des remarques anodines mais blessantes. Des regards pressés. Des silences lourds. La première fois que j'ai senti que quelque chose était vraiment brisé, c'était un soir où Thomas, après un repas de famille, m'avait dit « Maman, tu devrais vendre ta maison. C'est trop pour toi. Et puis ça simplifierait tout pour l'avenir. » Simplifier quoi? Simplifier qui? Je n'avais pas répondu. Pas ouvertement. Mais à l'intérieur, j'avais senti une déchirure profonde. La maison où il avait grandi, où j'avais pleuré, où j'avais tout construit, devenait soudain un problème. Je gardais le silence. Encore. Puis vinrent les mois de transformation silencieuse. Je voyais Thomas devenir un homme que je ne reconnaissais plus. Il parlait comme si tout lui appartenait déjà, comme si ma vie n'était qu'une préface à la sienne. Il avait ce ton qu'adoptent certains enfants quand ils commencent à considérer leurs parents âgés comme des objets de gestion. Et moi, sans rien dire, je rangeais chaque blessure dans un coin de ma mémoire. Je posais des dates, je notais des phrases, je photocopiais des documents, parce que quelque part, une partie de moi savait que l'hiver approchait. Un hiver différent, un hiver intérieur, un hiver où j'allais devoir prendre une décision. Je n'avais jamais voulu qu'il se sente dépossédé. Je voulais seulement éviter d'être effacé. Mais le soir du 24 décembre, lorsqu'il m'a laissée dehors comme une étrangère, ce soir-là, ce n'est pas mon cœur qui s'est brisé. C'est la dernière illusion que je gardais de lui. Les premiers signes de rejet ne ressemblent jamais à des coups de tonnerre. Ils arrivent doucement, comme une pluie fine, presque imperceptible, jusqu'au jour où l'on se rend compte que l'on est complètement trempé, transi sans comprendre quand on a commencé à avoir froid. Pour moi, tout a commencé par des phrases. De petites phrases, des riens en apparence, mais des riens qui piquent. Je me souviens précisément de la première. Nous étions un dimanche midi, chez Thomas et Élodie. J'avais préparé une tarte aux pommes, la recette préférée de mon fils, celle que je faisais depuis qu'il avait 6 ans. Je la posai sur la table, fière comme une enfant qui montre un dessin. Élodie lança un regard rapide, crispé, puis dit « Oh, ça, tu aurais pu acheter quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde préfère le frais du traiteur. » Je souris encore,
Comme on sourit quand on refuse d'entendre la blessure. Thomas, lui, ne dit rien. Il se servit une part, sans un mot. Il ne me regarda même pas. C'était la première fissure. La deuxième arriva quelques semaines plus tard. Thomas et Élodie avaient organisé un dîner avec des amis. J'avais été invitée enfin, tolérée. Quand je suis entrée, je me suis dirigée instinctivement vers le salon, comme je l'avais toujours fait. Mais Élodie s'avança et prit la télécommande de mes mains, avec un geste rapide, presque nerveux. « Non, maman, ne touche pas. Tu changes toujours les réglages sans faire exprès. Sans faire exprès. » Ces mots dans la bouche d'une belle fille sont des condamnations. Ils signifient « Tu es maladroite. Tu ne comprends plus rien. Tu es une enfant à surveiller. » J'ai hoché la tête. Je me suis assise dans un coin. Personne n'est venu s'asseoir près de moi. La soirée s'est déroulée devant moi comme un film auquel je n'étais pas invitée. Je souriais, j'acquiesçais, je me faisais toute petite. J'avais l'impression de déranger simplement en respirant. En partant, Thomas m'a raccompagnée à la porte et a murmuré « Maman, fais attention. Parfois tu dis des choses qui mettent les gens mal à l'aise. » Quoi ? Je ne me souvenais pas avoir dit quoi que ce soit. Alors j'ai répondu comme toutes les mères répondent quand elles ont peur de perdre un fils. « D'accord, mon chéri, je ferai attention. » Et cette phrase, c'était une forme de renoncement. Une autre humiliation est arrivée un matin, alors que je venais déposer un pull que j'avais tricoté pour mon petit-fils. Élodie m'a ouvert la porte, surprise ou plutôt agacée de me voir. « Ah, tu aurais pu prévenir. On n'est pas vraiment disponible. » Je suis restée plantée là, le pull dans les mains, comme une mendiante qui apporte un cadeau qu'on n'a pas demandé. Elle a regardé le pull, puis a dit « C'est gentil, mais tu sais, le bébé a déjà beaucoup de vêtements, et puis il faut du coton bio maintenant. Bon, je vais ranger ça quelque part, un endroit où l'on dépose ce qui n'a pas de valeur. » Thomas est descendu quelques minutes plus tard. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Pas de sourire, pas de bise. Juste ce ton sec, distant, qui dit « Tu déranges ». Je suis repartie en retenant mes larmes. Dans la rue, un couple d'inconnus m'a adressé un bonjour chaleureux. C'est seulement là que j'ai compris que je ne devenais invisible que pour mon propre fils. Les remarques se multiplièrent. Lors d'un autre repas, Thomas m'a dit, devant tout le monde, « Maman, tu racontes toujours les mêmes histoires. On dirait que tu radotes. » Les invités ont ri. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'en ai senti le goût métallique du sang. Puis vinrent les humiliations pratiques, les plus cruelles, celles qui vous réduisent à un cas administratif. Un jour, Élodie m'a tendu une enveloppe. « On a préparé quelques documents pour toi, pour t'aider. Tu n'as qu'à signer là et là. » Il y avait une procuration bancaire, une autorisation de gestion, un mandat pour simplifier l'organisation familiale. Simplifier, encore ce mot, je leur ai dit que je voulais lire avant de signer. Ils ont échangé un regard. « Maman, tu fais encore ta méfiante ? On essaie de t'aider. » Je me suis sentie vieille, stupide, paranoïaque, parce que c'est ce qu'ils voulaient que je ressente. J'ai pris les papiers, je ne les ai pas signés. Pas ce jour-là, pas jamais. Ce fut un premier acte de résistance. Minuscule, mais fondateur. Puis arriva l'épisode du chauffage. L'hiver dernier, Thomas est venu chez moi pour inspecter mes radiateurs. Sans me demander, il a baissé tous les thermostats. « Tu consommes trop, maman. Et puis ça t'évitera de tomber malade avec une chaleur excessive. » Je tremblais déjà de froid, mais je me suis tue. J'ai remis les thermostats plus tard, seule, en cachette, comme une voleuse dans ma propre maison. Mais la pire humiliation, celle qui m'a brisée pendant plusieurs jours, fut celle du téléphone. C'était un samedi après-midi. J'avais appelé Thomas pour lui parler d'un papier administratif que je ne comprenais pas. Il n'a pas décroché. Alors j'ai essayé Élodie. Elle a répondu, agacée, « Maman, on n'est pas ton secrétariat. Tu dois apprendre à te débrouiller un minimum. On n'a pas toujours le temps pour tes petites crises. » Tes petites crises. J'ai raccroché. Je suis restée assise, immobile, devant ma table vide. Je me sentais inutile, encombrante, presque honteuse de simplement exister. Et c'est ce jour-là que j'ai sorti mon classeur gris. Pour la première fois, j'y ai glissé ce fameux papier. Puis j'ai ajouté une fiche blanche sur laquelle j'ai écrit la date. 15 novembre, première humiliation administrative. Ce fut le début de mon dossier. Le dossier que Thomas n'imaginait pas. Un dossier silencieux, minutieux, imparable. Les petites humiliations avaient tracé un chemin de minuscules blessures, de soupirs,
de silence forcé, d'ordre déguisé en conseil. Je n'étais plus une mère. J'étais devenue un dérangement. Et lorsque quelqu'un que vous avez aimé toute votre vie commence à vous considérer comme un fardeau, une pensée terrible commence à germer. Une pensée que l'on enterre longtemps, mais qui finit par pousser à travers toutes les couches de résignation. S'ils n'ont plus besoin de moi, alors moi aussi, je peux apprendre à ne plus avoir besoin d'eux. La goutte d'eau ne tombe jamais par hasard. Elle tombe quand le vase est déjà trop plein, quand les petites humiliations, accumulées jour après jour, forment une marée silencieuse qui n'attend qu'un choc pour déborder. Pour moi, ce choc est arrivé un jeudi après-midi. Un jour qui n'avait rien de particulier, un de ces jours gris où la vie semble glisser entre les doigts sans qu'on y prête attention. Je venais de rentrer des courses, une baguette dans une main, un sachet de pommes dans l'autre, quand j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Une enveloppe beige, neutre, presque administrative. Je me suis penchée, l'ai ramassée, et dès que j'ai vu l'écriture, mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Ce n'était pas l'écriture de Thomas. C'était l'écriture d'Élodie. Droite, froide, presque mécanique. Avec en haut, ces 3 mots qui m'ont glacé le sang. À signer en urgence. Je suis entrée, j'ai posé les courses sans même les ranger, et je me suis assise à la table de la cuisine. Mes mains tremblaient. Jamais une enveloppe n'avait eu l'air aussi lourde. Je l'ai ouverte. Une chemise était à l'intérieur. Une chemise blanche. Propre, sans une seule rature. Je l'ai dépliée. Et là, j'ai compris. Thomas et Élodie avaient préparé un dossier complet pour une mise sous gestion familiale, avec un prétexte hypocrite écrit noir sur blanc, pour soutenir Madame Renard dans la gestion quotidienne de ses affaires. En réalité, c'était une procuration générale, une prise de pouvoir totale, une mainmise sur mes comptes, mes décisions, ma maison, ma vie. Il y avait des phrases comme « autorise son fils à mener pour elle toute démarche financière », confie ses biens familiaux à la gestion de son enfant, déclare ne plus être en capacité d'assurer seule les obligations matérielles. C'est un minquasque d'éprou. Je me suis mise à respirer plus vite. J'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose. Pas une maison, pas un compte, non, mais mon nom, mon identité, ma dignité. Je relus les lignes une par une, puis j'arrivai à la dernière page, celle qui portait ma signature, déjà imprimée. Ils avaient photocopié ma signature. Maladroitement, certes, mais suffisamment bien pour que quelqu'un de pressé ne voie pas la différence. Mes doigts devinrent glacés. Je sentais, dans ma poitrine, un mélange de vertige, de colère et d'incrédulité. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils, mon enfant, irait jusque-là. Je me levai si brusquement que ma chaise recula. J'ouvris les fenêtres pour respirer. L'air froid entra, coupant, violent, mais je le laissais faire. C'était donc ça? J'étais devenue un dossier à traiter? Un problème à résoudre par procuration? Une femme qu'on veut déclarer incapable pour mieux gérer son patrimoine? Je pensais à ma maison. Cette maison où j'avais tout sacrifié. Cette maison où Thomas avait appris à marcher, où il avait dormi contre moi, où j'avais veillé sa fièvre, où j'avais pleuré la mort de son père. Et je compris soudain, ce dossier n'était pas pour m'aider. Il était pour la maison, pour l'avenir, comme il le disait si bien. Un avenir dans lequel je n'étais plus qu'un obstacle administratif. Un obstacle à éliminer. Je me suis assise de nouveau, mais cette fois plus droit, le dos contre la chaise, les mains posées à plat sur la table. Il n'y avait plus de tremblement, plus de peur, plus de confusion. Il n'y avait plus qu'une colère froide, une lucidité d'une netteté douloureuse. Et dans cet état étrange, comme dans une bulle silencieuse, je compris que quelque chose venait de mourir. Non pas l'amour que j'avais pour Thomas, celui-là, même blessé, continuerait de battre, mais la confiance aveugle d'une mère qui croit que son enfant ne dépassera jamais certaines limites. Il venait de les dépasser, toutes. Je pris la chemise blanche, la refermai et la glissai dans mon classeur gris, celui où j'avais déjà placé les premières humiliations, les petites remarques, les premiers signes d'emprise. Puis je sortis un carnet neuf, ouvrant la première page. D'une écriture nette, je notais 12 décembre, tentative de procuration frauduleuse, vol de signature, prise de contrôle de mes biens, décision, agir. Ce mot agir était le plus important de ma vie depuis des années, car à ce moment précis, ce n'était plus seulement mon cœur qui parlait. C'était ma raison, mon instinct de survie, mon sens de la justice. Je savais que cette fois, je ne pardonnerais pas en silence, pas en me recroquevillant, pas en espérant que les choses s'arrangent. Non,
J'allais reprendre ma vie. Et pour cela, il fallait prendre des décisions sans retour. J'ai passé la soirée entière à relire chaque phrase du dossier. J'ai cherché les références légales. J'ai consulté un site officiel. Puis j'ai composé un numéro. Celui d'un notaire que m'avait recommandé une voisine, un homme réputé pour son honnêteté, sa rigueur, son humanité. Il m'a répondu d'une voix posée. « Demain matin à 9 heures, Madame Renard. Venez avec tous les documents. Je vous aiderai à comprendre. Je vous promets que vous ne serez pas seule. » Et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Je n'étais plus seule. Pas cette fois. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fermé ma maison à double tour. Comme pour dire au monde, ici c'est chez moi, et personne ne décidera autrement sans me combattre. Je me suis assise sur mon lit. Je regardais autour de moi, les murs, les photos, les souvenirs, et j'ai murmuré, dans le silence froid de la nuit, je ne serai plus jamais la femme qu'on manipule. Plus jamais. Ce fut la nuit où la mère aimante laissa place à la femme déterminée. La nuit où la victime se transforma en stratège. La nuit où, sans que Thomas ne s'en doute, le compte à rebours commença. La nuit où j'ai décidé que si l'on tentait de me voler ma maison, c'est moi qui choisirais à qui elle appartiendrait vraiment. Cette nuit-là, après avoir découvert la procuration falsifiée, je n'ai pas dormi, pas par peur non, mais parce que quelque chose d'immense, de silencieux, de presque sacré venait de s'ouvrir en moi. Un espace de lucidité que je n'avais pas connu depuis des années. Comme si, après tout ce temps, ma propre voix, celle que j'avais étouffée sous la culpabilité, la fatigue, l'amour maternel, revenait frapper à ma porte. Je suis restée longtemps assise au bord de mon lit, les pieds sur le parquet froid, à écouter ma respiration. Elle était lente, posée. Une respiration de femme qui vient de comprendre qu'elle est arrivée au bout de la patience. Au bout du « ça va aller », au bout du « il ne voulait pas mal faire », au bout du « je suis leur mère, je dois comprendre ». Mais cette fois, je ne comprenais plus. Je voyais. Je revoyais la scène. La chemise blanche, la signature photocopiée, les phrases mensongères, l'empressement, la volonté de gérer ma vie sans m'en parler. Et surtout, ce mot répété 1000 fois par Thomas et Élodie. Simplifier. Simplifier pour qui? Simplifier quoi? La réponse était désormais évidente. Ils voulaient simplifier leur futur en m'éliminant du leur. Je me suis levée pour faire quelques pas dans la maison. Chaque pièce était un fragment de ma vie. Le salon où Thomas avait appris à lire. La cuisine où je faisais du pain le dimanche matin. Le couloir où il avait couru si fort qu'il s'était ouvert le genou. La chambre où j'avais pleuré la mort de son père. Cette maison n'était pas seulement un bien. C'était ma mémoire, ma vie tissée dans chaque brique. Et moi, j'avais presque laissé les autres me la prendre sans un mot. Je me suis laissé glisser sur la chaise de la cuisine. J'ai ouvert le classeur gris, page après page. Humiliation après humiliation, remarque après remarque. Je les avais toutes notées, je les avais soigneusement classées. Je croyais que je faisais cela pour ne pas devenir folle. Je ne savais pas encore que je préparais ma délivrance. Je pris ensuite mon carnet, le noir, celui où je n'avais encore écrit que quelques lignes. Je tournai la page et j'écrivis, d'une main ferme. Ils m'ont sous-estimé. C'est leur erreur, pas la mienne. Puis une autre phrase. Je ne veux plus survivre, je veux vivre, et vivre pour moi. Je relus ces mots plusieurs fois. C'était étrange. Ils ressemblaient à des mots écrits par une autre femme, une femme plus jeune, plus forte, plus vraie. Une femme que j'avais été jadis et que je croyais perdue. Vers 4 heures du matin, j'ai allumé la lampe du salon et je me suis assise à mon bureau. J'ai pris les documents un par un. J'ai surligné, annoté, relu. J'ai recherché le nom exact de chaque terme administratif. J'ai noté les articles de loi que je ne connaissais pas encore 1 heure plus tôt. Je me surprenais moi-même. Qui aurait cru qu'à mon âge, j'apprendrais encore, que je fouillerais des textes juridiques, que je prendrais des notes comme une étudiante studieuse, mais plus je lisais, plus une certitude se renforçait. Je n'étais pas faible. On m'avait fait croire que je l'étais. Cela faisait toute la différence. Au petit matin, je me suis arrêtée un instant pour respirer. Le ciel devenait pâle. Les premières lueurs glissaient sur les carreaux. Je me suis approchée de la fenêtre. La rue était vide, silencieuse. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seule. Je sentais ma dignité revenir. Comme une vieille amie fatiguée qui revient frapper, doucement, en disant « Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. » Je fis chauffer un peu d'eau,
et me fis un thé. La chaleur de la tasse entre mes mains était presque une bénédiction. Je regardais la vapeur s'élever, et je me posais une question qui jusque-là m'avait terrifiée. Si je ne dis rien, que deviendrai-je? Et puis la question inverse, plus puissante encore, si je dis non, que deviendront-ils? Et là, j'ai compris réellement que tout basculait. Parce que ce n'est pas la peur qui m'a répondu. C'est le calme, un calme solide, total. Celui qu'on ressent juste avant de prendre la bonne décision, la décision attendue par toute une vie. Je me suis vue clairement. Une femme âgée, oui, fatiguée parfois, d'accord, mais pas du tout fragile, pas du tout incapable. Juste, usée par trop d'amour à sens unique. Alors j'ai posé la tasse. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon répertoire. Et j'ai écrit simplement « Bonjour maître le maire, je viendrai demain matin. J'ai des décisions à prendre. » J'ai posé le téléphone. Aucune hésitation, aucun battement de cœur défaillant. Juste la sérénité inflexible de quelqu'un qui se relève. La journée suivante fut plus étrange encore. Tout semblait identique autour de moi. La maison, les murs, la lumière, mais moi j'avais changé. Mes gestes étaient plus nets, ma voix plus ferme, mes pensées plus claires. Et dans la soirée, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Une carte, celle de Noël, envoyée par Thomas et Élodie. Je l'ai ouverte. Joyeuse fête, maman. On t'aime. Merci de faire confiance à la famille. Merci de faire confiance. Alors qu'il préparait ma confiscation, je reposais la carte, sans colère, sans larmes, juste avec certitude. Je n'allais plus faire confiance. Je n'allais plus me taire. Je n'allais plus attendre que quelqu'un d'autre décide de ma place. J'étais prête, prête à agir, prête à reprendre ce qui était à moi, prête à tracer un avenir dans lequel je n'étais plus le poids, mais la force. Et dans ce silence retrouvé, j'ai pensé à Thomas, à Élodie, à toutes les humiliations, et j'ai murmuré exactement la phrase qui allait changer mon destin. Maintenant, c'est à mon tour. Le lendemain, je me suis réveillée avec une lucidité presque inquiétante. Pas de peur, pas de doute, juste une détermination froide, méthodique, nouvelle, une détermination que je n'aurais jamais cru posséder encore à mon âge. Comme si mes nuits d'insomnie, mes blessures et mes humiliations avaient taillé en moi une arme que je n'avais plus peur d'utiliser. À cette heure précise, j'ai ouvert les volets. Il faisait encore nuit, mais je sentais déjà que quelque chose s'éclairait en moi. Je me suis préparée soigneusement, pas par coquetterie, mais par respect pour la femme que j'étais redevenue. Un manteau chaud, mon écharpe bleue, et surtout, mon classeur gris sous le bras, le dossier de ma vérité. À 8 heures, je marchais vers le cabinet de maître le maire. Mes pas étaient lents mais assurés. Chaque pas me semblait dire « Tu n'es plus à genoux ». Le notaire m'accueillit d'un sourire calme, sans surprise. Il avait ce regard des hommes habitués à voir des vies se dénouer dans leur bureau, des injustices se révéler, des femmes blessées reconstituer leur dignité page après page. Alors, que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Madame Renard? Je posai mon classeur sur la table. J'ouvris la chemise blanche contenant la procuration falsifiée. Puis je levai les yeux vers lui. Je veux me protéger, maître. Et je veux protéger mes biens. Il hocha la tête, sérieux. Je vous écoute. Alors je racontai tout. La carte de Noël hypocrite, la signature photocopiée, le document glissé sous ma porte, les humiliations accumulées, le froid, la porte fermée, la solitude du soir du 24. Il prit des notes, beaucoup de notes. Plus il écrivait, plus je sentais un poids se retirer de ma poitrine. Quand j'eus terminé, il posa son stylo. Madame Renard, ce que votre fils a tenté de faire n'est pas seulement déplacé, c'est dangereux et illégal. J'inclinai la tête, sans surprise. J'avais déjà pressenti cela. Que puis-je faire? Demandai-je. Il ouvrit un dossier, un vrai, solide, rouge brique. Le dossier de ma protection. Nous allons procéder par étapes. Étape simple, mais irréversible. Je soutins son regard. J'étais prête. 1. Révoquer toute procuration, présente ou future. Je vais rédiger immédiatement un acte officiel indiquant que vous refusez toute procuration, tout mandat de gestion et toute délégation à quiconque, y compris votre fils. Ce document sera enregistré et opposable à tous. J'eus un frisson, une libération. Je signai sans hésiter. À 2. Mettre vos comptes bancaires sous protection renforcée. Ensuite, vous devrez vous rendre à votre banque. Je vous ferai une lettre à présenter au directeur, stipulant que vous êtes la seule décisionnaire
et qu'aucune information ne peut être transmise à un tiers sans votre accord éclairé. Accord éclairé. Ce mot avait la saveur d'un bouclier. 3. Préparez un mandat de protection future. Si un jour vous devenez vulnérable, c'est vous aujourd'hui qui choisissez votre protecteur. Ce sera quelqu'un que vous nommez, une personne de confiance, pas votre fils. Ce fut étrange, mais j'ai senti mes yeux se mouiller. Être protégé? Oui, mais par moi-même. Je veux quelqu'un de neutre, murmurai-je. C'est ce que je recommande, et nous le mettrons par écrit. 4. Modifiez votre testament. Il ouvrit mon acte de propriété, inspecta les pages, puis releva la tête. Votre maison est un atout précieux. Vous avez le droit total de décider de son avenir. Voulez-vous la transmettre à quelqu'un d'autre que votre fils? Je respirai longuement. Je compris alors que mon choix serait non seulement juridique, mais moral. Oui, je veux l'attribuer à quelqu'un qui respectera ma mémoire, pas à quelqu'un qui m'a laissé dehors par commodité. Il nota calmement. Très bien. Nous allons refaire tout votre testament. De zéro. Selon vos volontés. Pas les leurs. Ces mots furent un baume tardif, mais essentiel. 5. Préparez la vente potentielle de la maison. Vous n'êtes pas obligé de vendre, mais vous pouvez décider de l'hypothèse. Et s'il y a vente, les fonds peuvent être transférés dans un compte sécurisé que vous seul contrôlez. Un sourire m'échappa. Pas un sourire joyeux, un sourire ferme, celui d'une femme qui reprend les rênes de sa vie. Pendant 2 heures, nous avons rédigé, signé, validé, classé. Chaque papier était une brique que je retirais du mur que Thomas essayait de construire autour de moi. Quand tout fut fini, Maître Lemaire referma le dossier rouge. Voilà, Madame Renard. Vous êtes désormais protégée. Et votre maison est entre vos mains. À vous seul. Je rangeai les documents dans mon classeur gris, mon arme, mon histoire. En sortant, le vent était froid, mais il ne me transperçait plus. J'étais droite. J'étais calme. J'étais prête. De retour chez moi, je bus un thé chaud, les papiers alignés sur la table comme un rempart silencieux. Puis, d'une écriture nette, je notais dans mon carnet. 19 décembre. J'ai scellé mon avenir. Ils ne m'effaceront plus. Quoi qu'il arrive, la maison ne sera plus jamais à eux. Elle sera à moi, jusqu'à mon dernier souffle, et à ceux que je choisis après moi. Je refermais le carnet, je me levais. Je regardais ma maison autrement, non plus comme un lieu de souvenir, mais comme une victoire en devenir. Et pour la première fois, je murmurais sans trembler. Je suis prête pour la suite. Qu'ils viennent. Je n'ai plus peur. La confrontation n'a pas eu lieu dans un grand fracas. Pas de cris, pas de scène de théâtre. Non. Le 24 décembre, c'est dans le froid, dans le silence et dans un battement de cœur que tout s'est décidé. Il était 10 à 8 heures quand Thomas m'a envoyé dehors 5 minutes, en prétextant qu'il devait organiser quelque chose. Je n'ai pas su immédiatement que ces 5 minutes seraient le dernier cadeau qu'il me ferait, celui qui me délivrerait de mes illusions. Quand enfin il a rouvert la porte, presque 1 heure plus tard, j'étais déjà partie. Je n'ai pas attendu sa permission. Je n'ai pas attendu qu'il se souvienne que j'étais sa mère. Je suis rentrée chez moi. J'avais rendez-vous avec un autre destin. Le piège s'est réellement refermé 2 jours plus tard, le 26 décembre, à 8 heures du matin précise. Il faisait encore nuit quand le portail de ma maison s'est ouvert brusquement. J'ai reconnu la démarche de Thomas avant même d'entendre sa voix. « Maman, maman, pourquoi tu n'es pas venue à la maison ?» Je l'attendais dans l'entrée, debout, le classeur gris posé sur la table. Je n'avais pas dormi beaucoup, mais je n'étais pas fatiguée. J'étais alignée, forte d'une force que même le froid n'arrivait plus à rompre. Thomas entra comme on entre chez soi, avec l'assurance de celui qui se croit encore maître des lieux. « Maman, on doit parler. J'ai reçu un appel bizarre de la banque. Et, pourquoi le notaire tâtait-il appeler, toi ?» Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Je le laissai parler, dérouler son inquiétude, son agacement, son incompréhension. Puis, calmement, je pointai vers la table. « Assieds-toi, Thomas. » Il s'arrêta net. Ce ton, il ne le connaissait pas, ou plutôt, il l'avait oublié. Il s'assit, lentement. Je fis glisser vers lui une chemise rouge, celle que Maître Lemaire avait préparée pour moi la veille. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ton cadeau de Noël, » répondis-je doucement. Il pâlit légèrement. Je m'assis en face de lui. Le silence, épais, presque palpable, s'installa entre nous. Puis je parlais, posément, sans colère, sans tremblement. Tu as tenté d'obtenir une procuration générale. Tu as photocopié ma signature.
Tu as tenté de faire croire aux institutions que j'étais incapable de gérer ma vie. Il voulut répliquer, mais je levai une main. Ne mens pas, Thomas. J'ai tous les documents. Et j'ai consulté un notaire. J'ai revu tout mon dossier. J'ai même revu mon testament. Son visage devint livide. Ton testament? Je hochai la tête. Oui. Et j'ai pris des décisions. Il inspira profondément, sa mâchoire tremblant de colère contenue. Maman, je voulais juste t'aider. Tu dramatises tout. Ce n'était qu'un papier. Je posai sur la table la chemise blanche qu'Élodie avait glissée sous ma porte. Un papier falsifié, avec ma signature copiée. Un document qui me déclarait incapable. Un document qui vous donnait le contrôle de mes comptes, de ma maison. Il ne répondit pas, il baissa les yeux, comme un enfant pris sur le fait. Alors je lui donnai le coup de grâce, non pas un coup pour faire mal, mais un coup pour mettre fin au mensonge. Je ne suis plus sous votre responsabilité, Thomas. Ni sous votre influence, ni sous vos décisions. Il leva les yeux vers moi, paniqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pris une inspiration lente. Je veux dire que j'ai sécurisé mes comptes. J'ai refusé toute procuration. J'ai nommé un mandataire indépendant pour mon avenir. Et surtout, je fis glisser vers lui une autre feuille. Une copie d'acte. La maison n'est plus à toi. Et elle ne le sera jamais. Il fixa le papier, comme s'il ne comprenait pas la langue. Comment ça? Elle n'est plus à moi. Elle ne t'appartiendra pas. Ni maintenant, ni plus tard. J'ai modifié ma succession. J'ai changé les bénéficiaires. Tu n'hériteras plus de cette maison, Thomas. Son souffle se coupa. Tu m'as déshérité? Il semblait suffoqué. Mais c'est injuste. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je souris tristement. Après tout ce que j'ai fait pour toi, oui. Et après tout ce que tu m'as fait, aussi. Il secoua la tête, comme si le monde s'effondrait sous ses pieds. Tu ne peux pas faire ça? Je l'ai déjà fait, répondis-je. Silence. Un silence si profond qu'on aurait entendu la neige tomber dehors. Il posa ses mains sur la table. Elle tremblait. Pourquoi, maman? Pourquoi tu me punis? Je m'inclinai légèrement vers lui. Je ne te punis pas, Thomas. Je me protège. C'est très différent. Il voulut parler, mais sa voix se brisa. Je vis alors dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. Pas de colère, pas d'arrogance, de la peur. La peur de perdre non pas sa mère, mais ce qu'il croyait lui revenir de droit. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je me levai, doucement, comme on ferme une porte qu'on a trop longtemps laissée ouverte. Non, Thomas, on n'arrange pas une trahison, on la constate, et on en tire les conséquences. Il resta assis, incapable de se lever, les yeux fixés sur les papiers qui scellaient son échec. Moi, je tournai le dos, je marchai vers la porte d'entrée. Je l'ouvris, tu peux partir maintenant. Il voulut avancer vers moi, mais son pas hésita. Maman, je le regardai une dernière fois. Le soir du 24, tu m'as laissé dehors. Aujourd'hui, c'est moi qui te laisse à la porte. Chacun son tour, Thomas. Et je refermai la porte. Sans trembler, sans pleurer, sans regret. Le piège s'était refermé. Calmement, légalement, silencieusement. Les familles ne s'effondrent jamais d'un seul coup. Elles se fissurent d'abord, en silence, sous le poids des secrets, des mensonges, des renoncements. Puis un jour, une vérité trop grande, trop nue, finit par faire éclater tout ce qui était construit sur du faux. Après la confrontation, Thomas n'est pas rentré chez lui tout de suite. Il est resté un moment derrière ma porte, figé, comme s'il espérait encore que je la rouvre. Je l'entendais respirer, s'agiter, poser la main sur la poignée, la retirer. Puis plus rien. Le silence. Ses pas sur le gravier. Le portail qu'il referma d'un geste nerveux. Je savais que la tempête, la vraie, commencerait ailleurs. Chez lui. Dans ce salon, où j'avais autrefois décoré un sapin avec lui. Dans cette maison qui n'était pas la mienne, mais où j'avais laissé tant de souvenirs. Le soir même, Élodie m'a appelé. Je n'ai pas décroché, mais le message vocal est arrivé presque aussitôt, tranchant comme un couteau mal affûté. Madame Renard, Thomas vient de rentrer. Dans quel état vous l'avez mis? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'aviez pas le droit. Le droit. Toujours ce mot, répété par ceux qui ne connaissent précisément rien au droit, mais veulent en profiter. Je n'ai pas écouté la suite. Je suis allé préparer une tasse de tisane. Je me moquais désormais de ce qu'ils considéraient comme leur droit. J'avais le mien, et je l'avais enfin exercé. Les jours suivants furent un balai étrange d'appels manqués, de messages contradictoires,
d'excuses maladroites mêlées de reproches violents. Certains messages imploraient « Maman, on peut parler? Tu me manques. » D'autres accusaient « Tu détruis notre famille. » D'autres encore cherchaient à négocier. « On peut trouver un arrangement. Rediscutons du testament. » J'effaçais tout, pas par méchanceté, par nécessité. Je n'étais pas prête à offrir une seconde chance à ceux qui m'avaient laissé dehors littéralement et symboliquement. Un soir, j'ai reçu un appel inattendu. Le numéro de Thomas avait été remplacé par celui de son épouse. Je n'ai pas décroché, mais j'ai écouté le message. La voix d'Élodie tremblait d'une façon que je n'aurais jamais imaginée chez elle. Je voulais vous dire que Thomas ne va pas bien. Il tourne en rond. Il dit que vous l'avez trahi. Il n'arrive plus à dormir. Il ne parle plus à personne. Je crois que tout ça nous échappe. Elle inspira profondément, comme quelqu'un qui est à bout. Et je crois qu'il y a autre chose que vous devriez savoir. Il a perdu un client important. Il commet des erreurs au travail. On ne se parle presque plus. Une pause. Puis, dans un murmure, on se déchire, Madame Renard. Et je crois que ça ne fait que commencer. Je restais immobile, le téléphone à la main. Il n'y avait dans ma poitrine ni joie ni vengeance. Seulement un immense vide. L'effondrement d'une illusion. Je n'avais jamais souhaité leur malheur. Je voulais juste reprendre ma vie. Mais parfois, pour se relever, il faut accepter que certains tombent. Une semaine plus tard, c'est mon petit-fils, Adrien, 15 ans, qui me téléphona. Sa voix, encore adolescente, portait une maturité que les adultes autour de lui n'avaient pas. « Mamie, papa et maman se disputent tout le temps. Je crois que c'est à cause de toi. Je veux comprendre. » Cette phrase m'a transpercée. « Ce n'est pas à cause de moi, mon chéri, » répondis-je doucement. « C'est à cause de choses qu'ils ont faites. Pas de choses que j'ai faites. Papa dit que tu lui as pris la maison. » « Non, » murmurai-je. Je lui ai repris la mienne. Un silence. Puis, « Mamie, tu veux qu'on se voie ?» J'ai fermé les yeux, le cœur serré. « Pas maintenant, mon ange, mais bientôt, quand tout sera plus clair. » Il n'insista pas. Il comprenait, d'une façon mystérieuse, ce que même les adultes ne pouvaient pas encore comprendre, que ma décision n'était pas une rupture, mais un acte de survie. Pendant ce temps, dans la maison de Thomas, les choses s'aggravèrent. Il m'envoya finalement un message plus long, plus brut. « Maman, tu ne peux pas imaginer ce que tu as fait. Élodie me parle à peine. On se reproche tout. Tu m'as humilié, tu m'as détruit, et tu as détruit la confiance de ma famille. » La confiance, ce mot me fit presque rire, amèrement. Pendant un instant, j'ai failli répondre. Puis je me suis rappelé le froid du 24 décembre, la porte qui ne s'ouvrait pas, les minutes qui passaient, l'humiliation, l'abandon, les documents falsifiés, la signature copiée. Alors je posai le téléphone, et je choisis de me taire. Pas par faiblesse, par force. Le véritable éclatement se produisit quand Thomas reçut une lettre de son propre employeur, le convoquant pour comportement inapproprié et négligence répétée. Ce n'était pas de ma faute, mais dans son esprit, tout était lié, comme si le simple fait d'avoir perdu l'accès à ma maison l'avait privé de son équilibre. Un soir, tard, il m'appela. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa voix était différente, usée, brisée. « Maman, je suis désolée. » 3 mots qu'il n'avait jamais prononcés depuis que je l'avais élevé seule. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Je crois que j'avais peur de manquer, peur d'être responsable de toi, peur de l'avenir. Je me suis laissée influencer. J'ai tout gâché, je suis en train de tout perdre. Et je ne t'ai pas perdu aussi, si? Je fermais les yeux. J'avais attendu cette phrase toute ma vie, mais j'avais aussi appris, désormais, à choisir. « Je suis là, Thomas, » murmurai-je. « Mais je ne reviendrai pas en arrière. Ce que j'ai protégé, je le garde. Ce que j'ai écrit, je le maintiens. Tu ne peux pas revenir dans ma vie comme avant. Pas tout de suite. Pas encore. » Il renifla. « Une larme? Ou simplement la honte? Je comprends, » souffla-t-il. « Alors laisse-moi du temps, » dis-je. « Et laisse-toi du temps à toi aussi. » Il ne répondit pas, mais je savais qu'il avait entendu. Ce soir-là, en refermant le téléphone, je murmurais presque malgré moi. Une famille peut se briser, mais parfois, il faut que tout casse pour reconstruire quelque chose de sain. Et dans la maison silencieuse, je compris que la vraie conséquence n'était pas la rupture. La vraie conséquence, c'était la vérité. Les semaines qui suivirent furent étranges, comme si ma vie s'était remise à tourner mais à un autre rythme.
plus lent, plus profond, plus proche de moi-même. J'avais 72 ans, et pour la première fois depuis longtemps, je ne vivais plus en fonction des autres. Je vivais pour moi. Je décidais de quitter la maison pendant quelques jours. Pas pour fuir, pour respirer. Pour mesurer l'espace nouvellement ouvert dans ma vie, un espace où mes pensées n'étaient plus constamment envahies par la peur d'être un poids, par la crainte de déplaire, par le besoin de ménager des gens qui ne m'avaient pas ménagé. J'ai pris un petit train jusqu'à un village au bord de la mer, à 3 heures de route. Un endroit oublié des touristes, un endroit avec des maisons basses, des volets bleus et du linge qui séchait au vent. L'air y sentait le sel, le bois humide et quelque chose d'enfantin que j'avais perdu depuis longtemps. La simplicité. Le premier matin, je me suis réveillée tôt, avant le lever du soleil. J'ai ouvert la fenêtre. Une lumière rose douce se répandait sur la mer, comme si le ciel me murmurait « Voilà, tu recommences ». Je suis sortie marcher sur la plage. Le sable était froid, la mer calme, presque immobile. Je me sentais légère, presque impalpable, comme si mes épaules s'étaient enfin débarrassées d'un manteau qu'on m'avait forcé à porter depuis des années. Je me suis assise sur un rocher et j'ai laissé mes pensées couler comme l'eau autour de moi. Pas de culpabilité, pas de colère, juste une présence nouvelle, une présence à moi-même. Les jours suivants furent rythmés par des gestes simples, presque enfantins. Me préparer un thé chaud en regardant les vagues, lire un livre dans un café où personne ne me connaissait, marcher longtemps sous un ciel changeant, m'asseoir parfois dans une petite église vide pour respirer le silence. Je n'avais plus de compte à rendre, plus de façade à tenir, plus de rôle à jouer. Un après-midi, alors que je regardais les pêcheurs rentrer leurs filets, une femme s'est assise près de moi. Elle devait avoir 60 ans, pas plus. Un foulard rouge autour du cou, un panier rempli d'oranges et un sourire qui semblait porter 1000 histoires. « Vous n'êtes pas d'ici », dit-elle simplement. « Non. Je suis venue me reposer un peu. » Elle hocha la tête, comme si elle savait tout, sans avoir besoin d'entendre davantage. « Alors vous avez bien fait. Ici on respire. Ici on guérit. » Je souris. Je ne savais même pas que j'avais besoin de guérir. Elle s'appelait Marianne. Veuve depuis 3 ans. 2 enfants partis vivre loin. Une petite maison qu'elle entretenait seule, avec courage et une forme de poésie. Nous avons parlé de choses simples. La mer, le vent, les recettes du coin. Puis, très vite, de choses plus profondes. Les renoncements, les enfants, la solitude imposée, la force qu'on doit inventer lorsque tout semble s'effondrer. Les autres croient qu'on faiblit en vieillissant, dit-elle. Mais c'est faux, on devient plus opalescent, plus exact. On ne peut plus mentir sur ce qui fait mal. Je n'avais jamais entendu quelqu'un formuler cela avec tant de clarté. Et c'est ainsi que Marianne devint l'un des piliers inattendus de ma renaissance. Un sauveur discret, comme la vie sait parfois en envoyer à ceux qui ont trop longtemps souffert en silence. Un matin, je reçus un message d'Adrien, mon petit-fils. « Mamie, j'espère que tu vas bien. Papa dit que tu es parti quelque part. Je veux juste te dire que je pense à toi. » Juste ça, des mots simples, mais des mots qui traversèrent mon cœur, comme une petite lumière. Je répondis, « Je vais bien, mon ange. Et je pense à toi aussi. Quand les choses seront plus calmes, viens me voir. » Pas de reproches, pas de précédents. Je voulais l'aimer sans reproduire les fractures qui avaient abîmé son père. À la fin de ma première semaine au village, je commençais à envisager une idée folle. M'installer ici? Pas définitivement, être, mais assez longtemps pour retrouver la femme que j'étais avant les blessures, avant la résignation, avant la fatigue. Je visitais un petit appartement en location, un 2 pièces lumineux, avec une fenêtre donnant sur la mer, une cuisine minuscule et un balcon où une seule chaise pouvait tenir. Le propriétaire me dit « Ce n'est pas grand-chose, mais le soleil y entre comme si c'était un palais. » Je signais immédiatement. Je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi spontané depuis des décennies. Les premiers jours dans ce petit appartement furent comme une cure de douceur. Je m'y sentais libre. Libre de ranger ou de ne pas ranger. Libre de m'endormir à 10 à 9 heures ou de lire jusqu'à 3 heures du matin. Libre de parler à Marianne ou de passer la journée sans dire un mot à personne. Notamment, libre de ne pas avoir peur. Je cuisinais des choses simples. Une soupe de courgettes, des lentilles au laurier, des pommes cuites à la cannelle. Je prenais des bains chauds en écoutant le bruit du vent. Je regardais les vagues comme on regarde un tableau, avec gratitude. Un soir,
Alors que j'écrivais dans mon carnet, je réalisais quelque chose. Je n'avais plus une seule pensée de vengeance. Même plus de tristesse. Juste une paix étrange, presque neuve. Une paix qui ne demandait aucune explication. La maison, je ne la regrettais pas. Elle n'était plus un lieu d'angoisse. Elle était devenue un symbole de ce que j'avais repris. Ma dignité. Thomas, je ne le haïssais plus. Je ne l'excusais pas non plus. Je le voyais comme on voit quelqu'un au loin sur une plage. Un inconnu qu'on a autrefois aimé, mais qui suit désormais son propre chemin. Et moi, j'étais enfin sur le mien. Le 9e jour, en me levant, j'ai murmuré à voix basse. Je vieillis, mais je me réveille. Et j'ai compris alors que cette nouvelle vie n'était pas une fuite hors du passé. C'était une naissance tardive, mais une naissance réelle, une naissance que j'avais méritée. Je suis restée encore quelques semaines dans ce petit appartement au bord de la mer, comme si le temps lui-même avait décidé de me traiter avec douceur. Chaque matin ressemblait à une page blanche. Le vent salé, les mouettes qui criaient leur liberté, la lumière pâle qui glissait sur le carrelage de ma cuisine. Je me surprenais parfois à sourire sans raison, un sourire silencieux, presque secret. Un soir, alors que je regardais les vagues se briser très loin, presque à la frontière de la nuit, j'ai compris que le moment était venu. Pas de revenir vers eux, pas de pardonner aveuglément, mais de regarder mon passé droit dans les yeux. J'ai ouvert mon carnet. Les pages étaient remplies de dates, de phrases brèves, de douleurs consignées pour ne pas sombrer, de décisions prises dans l'ombre. Le carnet de ma survie. Je l'ai caressé du bout des doigts, comme on touche une vieille cicatrice qui ne fait plus mal. Puis j'ai écrit un mot. Terminé. Terminé, oui, mais pas oublié. Jamais oublié. Je suis retournée à la maison au début du mois de février. Le froid avait adouci les angles du jardin. Le givre dessinait des motifs d'argent sur les vitres. Je me suis approchée du portail comme on s'approche d'un lieu sacré. Un lieu où j'avais souffert, mais aussi un lieu où j'avais résisté. En entrant, j'ai eu l'impression d'être une étrangère chez moi. Comme si la femme qui avait vécu ici, celle qui se taisait, celle qui espérait en vain qu'on l'aime un peu plus, avait disparu. J'ai allumé une petite lampe dans le salon. La lumière jaune a enveloppé les meubles, les coussins, les bibelots. Tout était identique, mais rien n'était pareil. Parce que moi, je ne l'étais plus. Sur la table, une lettre m'attendait. J'ai reconnu l'écriture de Thomas immédiatement. Une écriture que j'avais vue sur ses premiers cahiers d'école et sur le document falsifié, autrefois. Je me suis assise avant de l'ouvrir. Un geste presque cérémonial. Maman, je ne sais pas si tu me liras. Je ne sais pas si tu me pardonneras. Je veux seulement dire que je regrette. Pas pour la maison, pas pour l'héritage, mais pour ce que je t'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité, pour la porte que je t'ai laissée fermer. Tu ne me dois rien. Je n'ai pas été un bon fils. Mais si un jour tu veux me parler, je serai là. Je suis restée longtemps immobile, la lettre ouverte sur mes genoux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement laissée envahir par un mélange étrange. Un peu de tendresse, un peu de tristesse et beaucoup de lucidité. Je savais qu'il ne changerait pas en un jour. On ne renonce pas si facilement aux habitudes de domination, de facilité, de déni, mais ces mots, même maladroits, avaient une odeur de vérité. Et cela, dans une vie entière, est rare. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Pas par vengeance, pas par punition, mais parce que j'avais appris, enfin, le poids immense du silence choisi. Un silence qui n'écrase pas, un silence qui protège. Le lendemain, je suis allée marcher le long de la rivière. Les arbres nus tendaient leurs branches comme des bras ouverts vers le ciel d'hiver. L'eau coulait lentement, presque paresseuse, mais sûre d'elle-même. Je me suis arrêtée à un endroit où je m'asseyais autrefois avec Thomas, quand il était enfant. Il me tenait la main alors. Aujourd'hui, il ne savait plus comment la saisir. Une femme âgée passa près de moi, un bouquet de jonquilles dans la main, et me lança un sourire. Un sourire simple, vrai, je lui répondis. Et dans ce sourire échangé, j'ai senti une évidence se frayer un chemin jusqu'à mon cœur. Je n'étais plus en guerre, pas contre lui, pas contre son épouse, pas contre le passé. Je n'avais plus rien à prouver, plus rien à défendre, plus rien à craindre. J'étais redevenue souveraine de ma vie. Le soir venu, je me suis installée à ma table, une tasse de tisane fumante entre les mains. La maison était calme, le vent frappait doucement les volets, et une odeur de bois chaud flottait dans l'air. Je me suis rappelé mes nuits d'insomnie, mes tremblements, mes craintes,
Je me suis rappelé la porte fermée, ce 24 décembre, le froid dans mes os, l'abandon dans ma poitrine. Je me suis rappelé le moment où j'ai repris la main, où j'ai signé les actes, refusé les pièges, reconstruit ma dignité pierre après pierre. Et tout à coup, sans même m'en rendre compte, j'ai murmuré « Je suis encore là et je suis debout, pas triomphante, pas victorieuse au sens des contes, mais debout ce qui, à mon âge, est déjà une forme de victoire. » Je pris mon carnet, celui que je pensais avoir refermé pour toujours. Je l'ouvris à la dernière page, et j'écrivis, lentement, comme une femme qui sait enfin où elle va, à celles qui ont été oubliées, humiliées, effacées, à celles qui ont tant donné qu'on a fini par croire que c'était normal, à celles qui ont attendu des excuses qui ne sont jamais venues, à celles qui ont tenu, malgré tout. Sachez-le, vos voix comptent, vos vies comptent, et votre silence n'est pas une faiblesse. C'est une force que personne ne peut vous voler. Je posais le stylo, je regardais ma maison, ma vie, mon âge, mon avenir, puis je murmurais cette fois pour moi, pour toutes celles qui me ressemblent, pour celles qui ont trop longtemps souffert sans rien dire. Le silence peut aussi être une forme de justice.